Voir maintenant dans le pratico-pratique comment gérer son temps. Et je le disais en introduction, tu as un blog. On peut peut-être commencer par présenter ton blog parce qu'il y a plein de conseils que tu vas nous partager ici. Oui, exactement. MathieuDesroches.com, un site web où est-ce que je partage chaque semaine des articles, parfois des vidéos, des formations, vraiment sur le sujet de la gestion du temps. On peut l'afficher à l'écran en régie, comme ça on peut le voir, c'est ça? Donc ça, c'est ton site internet. Exactement. Et donc ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est comme un extrait, une petite portion des genres de choses que tu partages. Oui, c'est ça. On va voir en fait dans cette capsule un survol d'un programme de formation que j'enseigne. Évidemment, dans le temps qu'on a, on va essayer d'en voir le plus possible, mais on va regarder certains des principes clés que je partage dans ce programme-là. Génial. Alors Mathieu, quelle est la première étape quand on veut bien gérer son temps? Bien, écoute, il faut réaliser que gérer son temps, en fait, c'est une question qui est assez large, hein, parce que, comme on a dit dans la discussion tout à l'heure, gérer son temps, c'est gérer sa vie. Et notre vie est complexe, notre vie a plusieurs départements, si on veut, donc il y a plusieurs choses à organiser. Et souvent, le défi qu'on rencontre quand je me fais poser cette question-là, et à travers même les accompagnements que je fais, c'est que la plupart des gens ne savent pas par où commencer. C'est vrai. Et peut-être que vous, à la maison, en ce moment, vous vous dites 1er janvier, je veux organiser mon temps, je ne sais pas par où commencer. Et on peut lire des conseils à gauche et à droite, du genre, commence par t'acheter un agenda ou, procure-toi une to-do list, hein, une liste de choses à faire. D'autres, parfois, vont dire, tu devrais commencer à te lever plus tôt. Ou non, fixe-toi des objectifs. Et là, on est bombardé de conseils à gauche et à droite, et on est comme, je sais juste pas quoi faire. Et souvent, on fait rien. C'est ça. Quand on ne sait pas par où commencer, on finit par ne rien faire ou à mal faire les choses, et c'est des choses qui ne tiennent pas sur le long terme. Alors, moi, ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est vraiment une méthode en 5 étapes, comme tu l'as mentionné, une méthode en 5 étapes pour vraiment mieux gérer son temps pour la nouvelle année. Et selon moi, ces 5 étapes-là, si vous, à la maison, vous les suivez systématiquement, une à la fois, je vous garantis qu'il va y avoir du progrès au niveau de votre gestion du temps cette année. Donc, je prends des notes, Mathieu. Oui, super. Alors, la première étape, pour répondre à ta question, selon moi, pour être en contrôle de son temps, c'est de commencer par définir ses priorités. Vous savez, gérer son temps, c'est avant tout gérer ses priorités. On a 10 000 choses à faire dans la vie. Hein? Il y a tellement de possibilités, tellement d'options, tellement d'activités. Mais il faut constamment se poser la question à savoir, qu'est-ce qui est le meilleur pour ma vie? Et parfois même, c'est d'aller plus loin de faire, tu sais, des fois, on doit choisir entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Oui. Quelle est la meilleure utilisation de mon temps en ce moment? Qu'est-ce qui va porter le plus de fruits? Qu'est-ce qui va m'amener plus loin cette année ou dans mon travail, dans mon entreprise? Alors, la première chose, c'est de se poser et de réfléchir à ses priorités. Et de façon générale, il y a 2 types de priorités que chaque personne a dans la vie et que chaque personne doit définir. Premièrement, il y a ce que j'appelle les priorités de vie. OK? Priorité de vie, qu'est-ce que c'est dans le concret? Bien, je dirais, si on peut se permettre le terme anglophone, là, c'est le big picture. C'est la vue d'ensemble de notre vie. En d'autres mots, on pourrait aussi associer ça à notre appel, à nos rêves, à notre futur, notre vision, à qu'est-ce qu'on se voit faire d'ici 5 ans, les objectifs de long terme, quel est l'héritage que je veux laisser à la fin de ma vie. Et donc, les priorités de vie, pour moi, c'est comme un peu la boussole de notre vie. C'est ce qui nous enligne et qui vient clarifier un peu qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui fait le plus de sens dans ma vie. Après, le deuxième type de priorité, c'est évidemment les priorités quotidiennes. On est d'accord que si on ne fait que rester à l'étape des priorités de vie, on a ce qu'on pourrait dire la tête dans les nuages, c'est-à-dire que oui, j'ai des grands rêves, des grands projets, une belle vision pour ma vie, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, au quotidien, je ne sais pas quoi faire. Alors, c'est vraiment important aussi de pousser sa réflexion plus loin et de définir quotidiennement quelles sont mes priorités qui vont me permettre de progresser vers mes priorités de vie. Oui. Dans le concret, si moi, dans 5 ans, j'aspire à être, un expert de la gestion du temps, bien, ça veut dire que dans le quotidien, il faut que j'aie des priorités alignées avec ça, si je veux le devenir, si je veux progresser vers ça. Alors, la première étape pour vous qui êtes à la maison, pour reprendre le contrôle de votre temps, prenez un moment à part avant de foncer dans la nouvelle année
et réfléchissez à vos priorités. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Quelle est votre vision? Quel est votre appel? Et après ça, bien, quotidiennement, quelles sont vos tâches les plus importantes? Quels sont les projets dans lesquels vous devez vous investir pour progresser vers vos priorités de vie? Et ça, pour moi, c'est comme l'étape de base. C'est un bon début, je trouve. Et j'imagine, juste une petite parenthèse sur les priorités, ça évolue du coup en fonction justement quand même de l'atteinte ou non de ces objectifs, etc. Les priorités, c'est pas quelque chose qui est figé quand même dans le béton, ces priorités-là. Non, exactement. Je crois que selon les saisons de notre vie, les priorités sont appelées à changer. Je pense parfois, par contre, que les priorités de vie, parfois, c'est un peu plus fixe. Par exemple, si toi, tu as un rêve dans ton cœur, ben ton rêve ne change pas à chaque année. C'est rare. Ça devrait pas. Ça devrait pas. Par contre, les priorités quotidiennes sont appelées à changer au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Exactement. Et donc, quelle est l'étape 2, Mathieu? On a vu l'étape 1, on a dit on a 5. On passe à la 2. La deuxième étape, c'est d'entrer dans les choses plus pratiques et c'est de maîtriser les outils de base de gestion du temps. Vous savez, la gestion du temps, évidemment, il y a une partie qui est comportementale, c'est-à-dire des habitudes de vie, des disciplines, des objectifs et tout ça. Mais il y a aussi une partie très terre-à-terre, pratico-pratique. Il y a des outils aussi qui existent aujourd'hui pour nous aider. En fait, des outils qui sont fondamentaux. Et les deux outils que chaque personne se doit de maîtriser et d'avoir dans son quotidien, c'est évidemment un agenda. J'ai pensé que ça, on ne pouvait pas le manquer. Hein. Exactement. Et son petit frère, la liste de tâches, la to-do list. Et pour moi, les deux outils sont appelés à fonctionner conjointement. Les deux ont une fonction spécifique, bien unique à eux. L'agenda, c'est pour tout ce qui est de l'emploi du temps. L'agenda, ça nous dit un peu qu'est-ce qu'on devrait faire à chaque heure de la journée. Donc, par exemple, mercredi à midi, je devrais être à tel endroit. Jeudi après-midi, je devrais travailler sur mon projet. Donc, l'agenda, c'est vraiment en termes de temps, en termes d'heures et de tout ça. Qu'est-ce que je devrais faire dans différents moments de ma journée? La liste de tâches, c'est plutôt pour la charge de travail. Tu sais, on a tous des centaines de petites tâches à faire, des choses du genre rédiger le compte-rendu de la dernière réunion d'équipe, appeler Michel pour confirmer ma présence, appeler le garagiste pour faire remplacer mes pneus sur la voiture. Appeler à mes chroniqueurs qui ne l'ont pas envoyé leur pensée du jour. Oh, c'est ça. Mais tu sais, ce genre de choses-là, ça s'accumule. Et par expérience, j'ai lu beaucoup d'études, de recherches qui ont été faites. Chaque être humain, chaque professionnel a en moyenne 50 à 100 petites tâches à faire dans son quotidien, des tâches qui sont comme en cours. Donc, on prennent de la place dans mentalement, c'est ça. Quand on essaie de les retenir dans notre tête, ce que ça fait, c'est que ça vient nous surcharger. Oui. Et j'avais lu une statistique intéressante qui dit que la mémoire à court terme ne peut retenir seulement que 7 pièces d'information pendant 30 secondes. Ah ouais. Ce qui veut dire que si tu as plus de 7 tâches à faire que tu dois retenir dans ta tête, après ça, tu vas en manquer dans la journée, quoi. Tu vas en oublier. Ouais. Alors, la liste de tâches est l'outil par excellence pour venir comme centraliser toutes ces choses-là. Donc, les dizaines de choses qu'on doit faire, on les écrit dans la liste de tâches. Comme ça, on est certain de ne pas oublier. Et bien, ça aide aussi à prioriser sa charge de travail. Donc, conjointement, l'agenda nous dit, par exemple, lundi après-midi, tu as du temps pour travailler. Et après ça, c'est là aussi que tu consultes ta liste de tâches pour dire, parfait, dans mon bloc de travail de lundi après-midi, quelles sont les tâches que j'aimerais accomplir pour progresser dans mon travail. Excellent. Et essayer de gérer son temps sans ces deux outils-là, c'est comme quelqu'un qui voudrait essayer de gérer son argent sans utiliser de budget ni de calculatrice. ça ne ferait comme pas de sens. C'est des outils de base. Tout à fait. Donc ça, c'est la base et c'est hyper important. Donc les gens doivent se procurer ça. Après s'être procuré ces outils de base, quelle est l'étape suivante? Ensuite de ça, l'étape numéro 3 vient avec, mais pour moi, c'est de planifier et organiser son temps. Parce que si on a des outils et qu'on ne sait pas s'en servir. Exactement. Ben, si tu as un agenda et que tu ne planifies pas, en fait, ça devient peut-être tout simplement un carnet de rendez-vous où est-ce que tu écris tes rendez-vous chez le coiffeur et toutes ces choses-là. Mais ça sert à rien. Donc, troisième étape, c'est de planifier et organiser son temps. Et au niveau du planning, c'est extrêmement important parce que pour moi, c'est à cette étape-ci
qu'on peut réellement progresser par rapport aux priorités qu'on a définies à l'étape 1. Souvent, une des grandes erreurs que les gens font, c'est soit ils n'ont pas de planning du tout, ou soit leur planning ne reflète pas leurs priorités. Oui. Priorité de vie et priorité quotidienne. Ce qui veut dire qu'ils travaillent comme des fous parfois pendant une semaine sur toutes sortes de tâches, de projets, mais ultimement, ces tâches-là ne sont pas liées aux priorités. Donc, on travaille un peu, oui, on accomplit des choses, mais ce n'est pas un travail significatif qui nous fait progresser. Donc, la troisième étape, qui est l'étape du planning, c'est vraiment important. C'est de se poser, et moi, un exercice d'ailleurs très pratique, vous pouvez le faire à la maison. Prenez un agenda, soit papier ou numérique. Si vous avez un agenda digital, c'est gratuit, vous pouvez faire cet exercice-là. Faites-vous un emploi du temps type. C'est un exercice que moi j'appelle la semaine idéale. Et justement, alors qu'on est au début de l'année, c'est le moment parfait pour faire ce genre d'exercice-là. Posez-vous pendant 30 minutes et 1 heure et réfléchissez quel devrait être mon planning idéal, mon emploi du temps idéal pour les 3, 4, 5 prochains mois de la nouvelle année. Excellent. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai un emploi du temps typique et ça me sert vraiment de modèle, de référence dans la vie de tous les jours et à chaque semaine, en sachant que, par exemple, mes lundis sont consacrés à tel type de tâches, les mardis, c'est un autre type de tâche, les mercredis, jeudis, ainsi de suite. Et autre chose dans l'aspect de planification, je dirais, c'est la planification hebdomadaire et quotidienne. Je ne commence jamais une semaine sans avoir planifié et je ne commence jamais une journée sans avoir planifié ma journée. Le but de la planification, c'est d'optimiser son exécution. En d'autres mots, de passer à l'action plus rapidement avec le moins de perte de temps possible. Alors, il vaut mieux réfléchir d'avance à ce que tu vas faire. Comme ça, quand vient le moment, tout ce qui te reste à faire, c'est exécuter ce que tu avais planifié. Mais des fois, on a tellement de choses à faire qu'on va dire, j'ai pas le temps de planifier, je passe tout de suite à l'action. Mais en fait, on perd du temps à ne pas planifier et on se trompe en fait en faisant ça, si je comprends Exactement. bien. Il faut pas voir la planification comme une perte de temps, mais un investissement au niveau de son efficacité personnelle. Quelqu'un qui planifie bien est certainement quelqu'un qui va perdre moins de temps que les autres, va travailler parfois même plus intelligemment parce qu'il a réfléchi à ces choses. Il ne fait pas simplement réagir comme aux circonstances ou aux demandes quotidiennes. Excellent, très très bon conseil. Étape 4, allez, on enchaîne. Donc, oui. J'ai l'impression que ça commence à nous travailler à l'intérieur et on commence à se dire, mince, j'ai du boulot là. C'est ça. Moi, je le vis en tout cas. Donc, encore une fois, c'est une suite logique parce que du moment qu'on a un planning, un emploi du temps, la quatrième étape, c'est d'exécuter son planning et éviter les pertes de temps. Et ça, on rit, mais c'est probablement, je dirais, le défi numéro 1 des gens. Il y a un ennemi qui est très connu de chacun, qu'on appelle la procrastination. C'est ça. Et souvent, même si tu as le meilleur planning du monde, si tu as pris le temps de faire ton emploi du temps type, de planifier ta semaine, de planifier tes journées, il arrive souvent que dans le quotidien, on n'arrive pas à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et ça, c'est frustrant. C'est bien beau sur le papier, mais finalement, ça n'arrive jamais, quoi. C'est frustrant, oui, effectivement. Et il faut dire aussi que notre environnement moderne, même l'environnement moderne de travail et tout, ne nous facilite pas la vie. Aujourd'hui, on est hyper connecté en tout temps. Juste le fait d'avoir, par exemple, son téléphone sur soi au travail, c'est fou le nombre, en fait, la source de distraction que ça peut être. Terrible. Donc, je continue avec des exemples. Si je m'étais fixé mon fameux bloc de travail lundi après-midi, donc moi j'arrive, j'ai fait ma planification, je suis prêt à travailler, mais que je me laisse distraire, par exemple, par le téléphone qui sonne, les notifications de réseaux sociaux, les courriels qui entrent, ou des fois, quand on est au travail, dans des bureaux communs, le collègue qui débarque à ton bureau et qui te demande « As-tu 2 minutes? » ou qui vient te raconter son week-end. Ouais. C'est toutes ces choses-là, c'est des distractions et facilement, si on n'est pas vigilant et intentionnel, on peut juste partir à la dérive et finalement, on n'a rien fait de ce qu'on avait planifié. Et ça, c'est très frustrant. Ouais, effectivement. Donc, pour moi, la quatrième étape, c'est vraiment de développer certaines habitudes et stratégies pour être capable d'exécuter son planning, de respecter son planning le plus possible et de fuir les pertes de temps. Évidemment, il y a plusieurs stratégies qu'on pourrait parler. Le temps ne nous le permet pas aujourd'hui, mais une des stratégies que vous pourriez faire, c'est déjà de commencer vos journées tout le temps avec les choses les plus importantes. Parce que des distractions, on sait qu'il va y en avoir dans une journée.
on ne peut pas les supprimer à 100%. C'est presque impossible. OK? On peut mieux les gérer, on peut réduire les distractions, mais de là à les éliminer complètement, je ne crois pas que c'est possible. Donc, commencer par les choses importantes. Ouais. Moi, j'aurais tendance à vouloir faire l'inverse, donc c'est intéressant. Ben, c'est souvent ce que les gens font. Souvent, on arrive au bureau et on je fais commence... vite mes petites choses, comme ça, après, j'aurai du temps pour le reste. Exactement. On se dit, je vais répondre aux quelques courriels, retourner des appels que j'ai manqués la veille, faire un suivi avec un collègue qui est près de moi au bureau. Et bon, vers 10h, 10h30, ben là, je vais me poser, je vais me concentrer sur une tâche. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, c'est là qu'il peut y avoir des demandes urgentes, un téléphone qui sonne pour un projet quelconque en retard, un client qui n'est pas satisfait ou autre dans le milieu professionnel. Et ben, finalement, toi qui t'étais dit, ben, à 10h30, je vais enfin pouvoir travailler sur ma tâche, sur mon projet, mais tu te retrouves que tu n'as pas été capable de le faire. Donc, en commençant tes journées avec le plus important, on sait qu'il va y avoir des distractions. Ça fait partie de la vie. Mais au moins, tu pourrais avoir la satisfaction de te dire, j'ai peut-être eu au moins 1 heure pour travailler sur mon projet et disons que la distraction est arrivée à 10h30, ben j'ai quand même eu 1h30 sur mon projet et j'ai la satisfaction d'avoir avancé sur quelque chose d'important plutôt que l'inverse. Très bon point. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Une autre chose que moi je conseille, c'est un terme anglophone, il n'y a pas vraiment de traduction française de ça, mais c'est de pratiquer ce qu'on appelle le deep work. En français, ce serait quelque chose comme le travail profond. Et le deep work, en fait, c'est un mode de travail où est-ce qu'on cherche à s'isoler le plus possible des sources de distraction. Évidemment, je sais que dans le contexte du travail, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là de s'isoler. Par exemple, si on a un bureau commun avec plein de collègues autour de nous, c'est difficile. Mais il y a quand même des stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Ne serait-ce que des fois de s'acheter un casque d'écoute anti-son et qui envoie un message aux autres en disant « Je suis en ce moment dans ma bulle, je suis concentré. » Ça marche bien. Ça marche bien. Des fois, même dans les bureaux au travail, des fois, les entreprises ont des pièces communes, par exemple une salle de réunion qui est non utilisée. Et des fois, il y a la possibilité de réserver la salle pour 1 heure, pour 2 heures. Et vraiment, tu peux avoir un 2 heures où est-ce que tu es dans une pièce fermée, tu peux te concentrer au maximum. Et bien évidemment, si vous nous regardez et que vous avez le privilège des fois de travailler de la maison, bien là, c'est sûr qu'en travaillant de la maison, c'est beaucoup plus simple parce que les sources de distraction liées à l'environnement autour de nous sont inexistantes. Il faut lutter après avec toutes les distractions technologiques, numériques. Mais ça, je pense que c'est un petit peu plus facile aussi, selon moi, que de devoir composer avec un collègue qui vient tout le temps te prendre de tes nouvelles et tout dans le cadre d'une journée. Ça dépend. Si tu viens de mettre une machine de linge à tourner, que tu as ta machine qui sonne et il faut aller l'éteindre. Bon, oui, mais c'est là qu'on revient aux priorités. Qu'est-ce qui est plus prioritaire? Ma tâche, mon projet qui me fait progresser vers mes priorités de vie ou la machine à laver qui sonne? Est-ce que la machine pourrait attendre peut-être 2 heures? Je sais pas, Mathieu. Tu vois, j'ai des défis personnels. C'est ça. Alors ça, c'est pour la 4e étape. Rapidement, c'est certain qu'on pourrait l'approfondir, mais pour arriver maintenant à la 5e et dernière étape, qui est, selon moi, la 5e et dernière étape pour bien gérer son temps, être en contrôle de son horaire et tout, c'est d'être en mesure de libérer du temps et de réduire sa charge. Ouais. On a effleuré un peu le sujet tout à l'heure dans la discussion que, tu sais, parfois dans la vie, il faut savoir se retirer de certaines choses, filtrer qu'est-ce qui est essentiel, non essentiel et tout ça. Mais c'est vraiment important à cette étape-ci. Parce que si on suit vraiment tout ce que j'ai enseigné jusqu'à maintenant, et que, par exemple, on a des priorités, on maîtrise les outils de base, on a un planning et on est en mesure de respecter notre planning, après ça, ce qu'il faut travailler, c'est de constamment dégager du temps pour soi, constamment évaluer, est-ce que en ce moment, je me consacre aux bonnes choses? Est-ce que dans ma vie, est-ce qu'il n'y a pas des choses en ce moment que je pourrais littéralement arrêter parce que c'est peut-être une activité qui a peu de valeur ajoutée en soi? Est-ce que dans le contexte professionnel, il n'y a pas des choses que je pourrais déléguer à un employé, si on a la chance d'avoir des employés, à un autre, à un collègue, même sous-traiter en termes d'affaires? Est-ce que je pourrais sous-traiter ça à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais simplifier dans ma vie, des tâches que je fais qui sont compliquées, je fais les choses, je me prends la tête pour rien, je pourrais peut-être faire beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et je gagnerais du temps de cette manière-là. Et vraiment de constamment être en mode... Comment je peux trouver plus de temps? Libérer du temps pour ma famille, libérer du temps pour les projets qui me tiennent à cœur, libérer du temps pour mes passions et toutes ces choses-là. Et encore une fois, il y a plusieurs stratégies, mais je vous laisse avec cette dernière stratégie-là. Et c'est un classique et même un cliché, mais apprendre à dire non. Parce que
dans notre vie, en fait, notre charge de travail équivaut à la somme des choses auxquelles on a dit oui. OK? Si quelqu'un se plaint d'être débordé, c'est parce que cette personne-là, à quelque part dans sa vie, a accepté trop de choses. Des fois, c'est involontaire. Hein? On veut bien faire, on veut aider, on veut s'impliquer et tout ça. Mais on a dit oui, 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 oui. Et finalement, ben, tu te retrouves que j'en ai juste trop, je ne respire plus, je travaille 7 jours sur 7, je ne peux plus voir ma famille, je n'ai plus de temps de ressourcement pour moi. Alors, la stratégie, c'est d'apprendre à dire non. Ce qui n'est pas lié aux priorités de vie, aux priorités quotidiennes, ce qui n'est pas dans le planning que vous avez défini ou qui ne fait pas partie de votre emploi du temps type, faut être capable de dire non à ça, à ces choses-là. Alors, en gros, les 5 étapes, évidemment, c'est un survol du programme Maîtriser et optimiser son temps dont on vous a présenté au début de l'émission. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, allez jeter un coup d'œil à la formation. Ça apparaît à l'écran. Il y a un cours gratuit qui traite de ce sujet-là. Le lien apparaît ici sur l'image. Et on peut mettre aussi la prochaine diapositive. Et le programme Maîtriser et optimiser son temps est également disponible pour vous avec une offre spéciale avec 30% de rabais pour les auditeurs de l'émission Bonjour chez vous. Utilisez simplement le code promo EMCI TV et moi, je vais pouvoir vous aider vraiment à mettre toutes ces 5 étapes-là de façon concrète, en pratique dans votre vie pour commencer l'année avec une meilleure gestion du temps. Wow, merci beaucoup Mathieu, c'est super riche. Je pense qu'on va devoir te faire revenir. Il y a plein de choses que j'ai envie que tu creuses. C'était super. Merci beaucoup. À la maison, je pense que vous avez appris aussi plein de choses. Vous allez pouvoir mettre en pratique. Je vous invite à réécouter l'émission sur emcitv.com. Dans le replay, vous pouvez retrouver la rubrique de Mathieu pour mettre pause par endroit, prendre le temps de vous asseoir et puis bien sûr à aller écouter cet enseignement qu'il nous propose sur sa page internet, sur son site internet pour pouvoir aller plus loin. Un gros merci Mathieu, c'était super, vraiment merci beaucoup. Nous on va se retrouver demain, on continue l'année, hein, ça fait juste commencer. Notre thème sera cette année grandis dans ta communion avec Dieu. Donc on va commencer peut-être un peu à mettre en pratique ce que tu nous as dit parce qu'on va devoir libérer du temps pour passer du temps justement avec le Seigneur, une intimité avec le Seigneur. Nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question avec toi Omer et une rubrique Conseil du coach. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.